une formule que j'aime beaucoup, je cite souvent, qui est « Les hommes deviennent vieux quand leurs regrets remplacent leurs rêves ». Et c'est vraiment ça, c'est que je me suis dit, il ne faut pas que je meure en me disant « Zut, j'aurais dû essayer d'être avocat ». Avant, je descendais dans les grands hôtels, j'utilisais de temps en temps un chauffeur, j'avais 2 secrétaires, je voyageais toujours en première. Et puis pendant un moment, je suis reparti à zéro, mais vraiment 0-0. C'est-à-dire que je pense que la première année, j'ai même pas dû gagner l'équivalent du SMIC. Enfin, c'était quand vous êtes un dirigeant d'entreprise et que vous êtes dans une procédure pénale, il y a des nuits où vous vous réveillez en sueur, en disant mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être condamné? Est-ce que je vais avoir une inscription au casier judiciaire? Est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler? Est-ce que je vais aller en prison? Parce qu'à chaque fois, ces infractions, moi, on me reprochait un recel de favoritisme, c'est 5 ans d'emprisonnement. Donc, moi, j'ai une formule qui m'a aussi été reprochée, mais que certains ont reprise, qui est la rentabilité, c'est la liberté. Et ça, c'est vrai partout. C'est-à-dire que si ton activité, dans la tienne, d'une entreprise quelle qu'elle soit ou d'un cabinet d'avocats, on n'est pas rentable, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à payer le loyer, les collaborateurs, l'informatique, l'EDF, tu n'es plus libre. Tu vas prendre n'importe quel dossier pour faire rentrer des honoraires, tu vas avoir un banquier qui va te faire les pieds au mur, tu vas avoir des découvertes qui te coûtent des fortunes. Donc la rentabilité, c'est la liberté. Pour moi, c'est fondamental. Alors, enchanté François, on se connaît un petit peu. Très très content de t'avoir. Je devais venir à Marseille, je voulais faire un podcast dans tes bureaux avec une belle vue, un truc sympa. Une belle lumière surtout. Je sais pas si on aurait une aussi belle lumière, mais en tout cas on aurait eu un cadre un peu sympa. Je pense que beaucoup de gens te connaissent, on va quand même te présenter. Tu es aujourd'hui avocat pénaliste, aussi en droit des affaires, si je ne me trompe pas, aujourd'hui peut-être plus pénal. En fait, je suis avocat en pénal des affaires, si on fait la définition exacte. Dans la réalité, on ne fait que du pénal. D'ailleurs, quand la signature un peu de notre cabinet, qui s'appelle maintenant Mazon Arnaud de Coninck, c'est que du pénal, mais tout le pénal. C'est-à-dire qu'on fait à la fois du pénal des affaires, du pénal du travail, du pénal international, du pénal fiscal et du pénal général, donc des assises. Donc c'est ça qui définit un peu notre positionnement. Et notre cabinet est à la fois à Paris et à Marseille. Ça aussi, c'est une volonté de notre part. Donc avec 3 avocats à Paris, 3 avocats à Marseille et intervenant vraiment partout en France. Trop bien. Et tu as une histoire qui est très particulière. Tu as aussi une histoire avec nos boîtes, parce qu'Orama fait partie de Liberal Group, qui est fondé par Valentin, dont il est le président, et qui était le fondateur d'Anomia, que tu as beaucoup accompagné au début. Par un podcast que tu avais fait avec lui, à l'époque où Anomia n'existait même pas, il ne faisait pas de formation, etc. Et aujourd'hui, que vous avez tiré le fil, tu es intervenu en tant que formateur, tu as accompagné Valentin sur un tas de sujets. Et donc déjà, merci. Ça fait plaisir de t'avoir quelques années après pour bien faire un bilan, parce que tu as un parcours qui est donc assez particulier. Tu as été chef d'entreprise, tu as bossé dans des grosses boîtes en tant que PDG, etc. Et tu es devenu avocat pénaliste ensuite. Donc l'idée, c'est peut-être de faire un petit... pour ceux qui ne l'auraient pas écouté cette histoire, parce qu'elle est quand même passionnante, mais d'aller un petit peu plus loin que tous les podcasts, parce que tu es passé sur beaucoup d'interviews, et je pense que les gens connaissent un peu l'histoire, c'est d'aller très vite sur, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu essaies de construire? Qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Quelle est ta vision de la justice? Donc un podcast presque sociétal sur ton expérience. Donc je te laisse te présenter un petit peu et nous faire un petit récap de ton parcours. Et ensuite, on ira un peu dans le fond de chaque sujet en profondeur. Parfait. Oui, je pense que maintenant, je peux parler plus de ma vie d'avocat que de ma vie de dirigeant d'entreprise, puisque ça fait maintenant plus de 11 ans que je suis avocat. Mais c'est vrai qu'avant d'être avocat, j'ai été dirigeant d'entreprise. Donc moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai fait l'École centrale de Paris en physique nucléaire. Je dis toujours ça parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus éloigné du droit pénal. J'ai travaillé pendant 25 ans dans le monde de l'entreprise, essentiellement en informatique, en France, au Japon. J'ai vécu 5 ans au Japon, aux États-Unis. J'ai été directeur général de Capgemini en France, qui était à ce moment-là la plus grosse filiale du groupe, donc la filiale française, qui faisait 10 000 personnes et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et à 50 ans, j'ai décidé de changer de vie, de tout arrêter pour devenir avocat et faire que du pénal, puisqu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, comme je n'avais pas les diplômes
nécessaire, c'est une profession réglementée, donc je suis retourné à l'université. J'ai fait 5 ans d'études et puis j'ai eu le CAPA. Et donc, je me suis installé pour faire, comme je le disais tout à l'heure, du pénal. L'autre particularité, et qui finalement m'a terrorisé quand c'est arrivé et me sert beaucoup aujourd'hui, c'est que moi, j'ai été mis en cause par la justice pénale. C'est-à-dire que quand j'étais directeur général de Capgemini, j'ai été poursuivi comme auteur présumé d'une infraction qui s'appelle le recel de favoritisme, donc une infraction sur les marchés publics. Et en gros, on me reprochait, en ma qualité de directeur général d'une société d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, d'avoir profité d'un marché public qui lui-même était teinté de favoritisme. Ça a duré 8 ans, j'ai eu des perquisitions, une garde à vue, un interrogatoire devant un juge d'instruction, et ça s'est terminé par un non-lieu. Mais c'est vrai que cette expérience-là, d'une certaine façon, fait que je sais ce que mes clients, dirigeants d'entreprise, ressentent quand ils se retrouvent un jour s'enlacer, à tourner en rond dans une geôle de garde à vue. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis devenu avocat. Ce n'est pas la seule, c'est parce que ce métier me fascinait, me passionnait, mais c'est une raison pour laquelle j'ai fait ça. Donc voilà, ça c'est mon histoire. Juste un mot sur Anomia, parce que c'est important dans mon histoire, Anomia. Moi, j'ai rencontré Valentin, effectivement, tout au début. On a enregistré le podcast, je me souviens, dans son petit studio à Paris. Et de cet entretien est née l'idée qu'il y avait quelque chose à faire pour ce qu'on appelait les avocats entrepreneurs. Et pourquoi j'ai pensé ça? Parce que moi, je me suis retrouvé dans cette situation. C'est-à-dire que moi, quand j'ai décidé de devenir avocat, donc j'ai fait des études, j'ai eu le CAPA, puis je me suis dit, mais maintenant, il faut que j'ai des clients. Et je le dis souvent parce que je suis très, très souvent consulté aujourd'hui par des gens qui veulent changer de vie ou qui veulent devenir avocat. Et je leur dis, vous savez, si vous voulez devenir avocat, il y a 2 parties difficiles. La première, c'est d'avoir le CAPA, mais ce n'est pas la plus difficile. La plus difficile, c'est de vivre de ce métier. Et pour vivre de ce métier, il faut avoir des clients. C'est aussi bête que ça, c'est une profession libérale. Et donc, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que je me suis posé très concrètement la question. En plus, je me suis installé à Marseille, qui n'était pas ma ville d'origine, dans un domaine qui est le pénal, dans lequel j'avais le moins de légitimité possible. Moi, j'ai effectivement un réseau important. Je connais beaucoup de monde parce que je suis vieux, parce que j'ai travaillé longtemps dans l'entreprise, parce que j'ai fait les grandes écoles. Donc, effectivement, je connais beaucoup de monde, mais je n'ai pas beaucoup de monde qui se retrouve devant les cours d'assises ou les tribunaux correctionnels. Donc, l'idée, c'était comment arriver à obtenir des clients, dans quel domaine, quelle société j'allais cibler, comment j'allais me faire connaître, quelle identité, quel mode de facturation, comment recruter, comment fidéliser. Enfin, toutes les questions qu'on se pose quand on crée une entreprise. Ouais. Et pour moi, et ça c'est un de mes principes fondateurs et qui ne plaît pas toujours aux autres avocats, c'est que je considère qu'on fait un métier comme les autres. Et pour moi, un avocat, c'est une profession libérale dans un marché extrêmement concurrentiel, transformé par le numérique. Et donc, il a les caractéristiques de tous les métiers de service. Et donc, j'ai essayé d'appliquer à mon nouveau métier d'avocat les techniques de développement commercial. Moi, je n'ai pas de honte à parler de commerce dans mon métier. Et ça a plutôt bien marché puisque voilà, j'en vis bien. On est maintenant 6 et on a envie de continuer à se développer. Et donc, en discutant avec Valentin, on s'était dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'on a créé ces formations que l'on a ensuite dispensées à toute une série d'avocats sur, en fait, comment devenir un avocat entrepreneur. Mais à l'époque où vous avez lancé ces formations, tu avais déjà un peu de clientèle, tu avais déjà commencé à développer et structurer les choses, ou ça t'a même, toi, nourri dans ton travail de réflexion et de développement de ton cadre en disant, finalement, bon, je l'aide, mais ce qu'il raconte le Gus, c'est pas mal. Et ça m'aide aussi, moi, à développer. Et ça t'a aidé. Est-ce que ça t'aide encore aujourd'hui? Oui, alors pour répondre précisément à ta question, au moment où on en a parlé, j'étais en train de mettre en place mes techniques de développement. Certaines fonctionnaient, d'autres pas encore. Donc ça a nourri effectivement ma réflexion. Mais je me suis quand même beaucoup appuyé sur ce que j'avais déjà mis en place. Mais encore une fois, il n'y a rien de mystérieux. C'est vraiment des techniques. Et les premières questions, c'est qu'est-ce qu'on veut, qui on est. C'est une question de positionnement. Donc moi, mon positionnement, il est simple, c'est le pénal. Deuxièmement, à qui on veut vendre. Moi, je veux faire du pénal plutôt des affaires, le pénal de l'entreprise. Mais les entreprises, c'est un monde extrêmement vaste. Ça va de la PME de 5 personnes à un groupe du CAC 40. Donc, par exemple, nous, notre positionnement, c'est plutôt les ETI.
C'est un choix. Et ensuite, on veut être capable d'intervenir partout en France. Et puis après, on s'est dit comment on va se faire connaître de ces entreprises. Parce que c'est bien d'avoir identifié une cible et un positionnement. Il faut que ces clients potentiels fassent appel à nous. Et c'est là où moi, j'ai vraiment mis en place toute une stratégie de développement de conseils. Parce qu'en fait, comme je n'étais absolument pas identifié en contentieux, il fallait que je puisse... mon idée, c'était que je puisse me faire connaître de mes futurs potentiels clients contentieux avant que le contentieux se produise. Parce que quand le contentieux arrive, le réflexe, c'est tout de suite d'appeler un avocat, mais ils ne vont jamais m'appeler moi, ils ne me connaissent pas. Donc il faut que je les ai rencontrés avant, et c'est pour ça que j'ai développé, et ça c'est aujourd'hui plus de 60% de mon chiffre d'affaires, j'ai développé une approche de formation à la prévention du risque pénal du dirigeant. J'ai vu aujourd'hui près de 5000 dirigeants, mais des dirigeants, pas leur direction juridique, les patrons. Et en fait, quand je dis que c'est 60% de mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire c'est pas la vente des formations, c'est le contact qui a généré l'affaire qu'ils vont ensuite me confier. Donc, et ça pourquoi ? Parce que j'ai passé entre 4 et 6 heures avec chacun de ces 5000 dirigeants à qui j'ai expliqué mon histoire. Et mon histoire les interpelle toujours parce qu'ils se disent « Ouh là là, si ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe ?» Parce que c'est très concret. Et ensuite, surtout, je leur dis voilà, pour éviter que ça se produise, voilà ce qu'il faut faire. Et je parle de délégation de pouvoir, je parle de cartographie de risque, de choses comme ça. Et donc, ils sortent avec une espèce de boîte à outils pour éviter le risque pénal, sachant que je leur dis on ne peut pas l'éviter à 100%. Sachant que le premier risque pénal dans l'entreprise, c'est l'accident du travail en nombre. Et donc celui-là, par définition, on ne peut pas l'éviter à 100%. Et donc ce canal de vente, encore une fois, si on emploie des termes qui sont des termes d'entreprise, il s'est révélé très efficace parce qu'encore une fois, il m'a permis de discuter en amont avec des gens qui un jour auront ou pourront avoir besoin d'un avocat pénaliste. Et voilà, puis après, j'ai développé aussi la prescription parce que ça, c'est gérer la méthode la plus classique de développement. Donc, d'autres avocats, des experts comptables, des notaires, des gens qui sont susceptibles d'être eux-mêmes sollicités sur des contentieux pénaux et qui vont faire appel à un avocat. Et ça commence à avoir quand même pas mal d'impact. LinkedIn. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn. J'essaye de communiquer régulièrement et sérieusement sur LinkedIn. Et peut-être mon plus gros client aujourd'hui, qui est une boîte du CAC 40, je l'ai obtenu via LinkedIn. Vraiment. Et j'ai obtenu aussi des dossiers qui n'ont rien à voir. J'ai eu un dossier criminel via LinkedIn, j'ai eu des dossiers de mise en place de délégation de pouvoir, des dossiers récemment, un dossier d'accident du travail d'une avocate qui me disait « mais moi je ne connais pas ça, je vous ai vu sur LinkedIn, est-ce qu'on peut travailler ensemble sur ce dossier ?» Voilà, donc c'est vraiment mes 3 principaux canaux de vente, c'est ça. Formation, prescription et LinkedIn. Et formation en forme de produit d'appel un peu, qui permettait de prendre le contact. J'imagine la difficulté, c'était d'avoir les premiers, mais pour le coup, tu avais un réseau, j'imagine, activé pour essayer de vendre tes premières formations. Alors, la formation, en fait, il y a plein de trucs qui ont foiré. Je parle de ce qui marche, mais parce que j'ai essayé de différentes choses. J'ai essayé de parler dans des conférences où il fallait payer pour parler, des choses comme ça, des publics reportages. Voilà, ça ne m'a rien rapporté. Donc, voilà, il y a des choses qui ne marchent pas, mais moi, j'ai essayé. Donc, dans ce qui marche, et ça, je suis très content de ça parce que ça, je l'avais conçu. C'est-à-dire que je m'étais dit comment je peux me faire identifier de mes futurs clients avant le contentieux. C'est ça pour moi le sujet. Et donc, je m'étais dit, si j'arrive à leur parler, mais suffisamment longtemps, du sujet en amont, et donc je me suis dit la formation, mais c'est toujours pareil, tu poses la bonne question, c'est bien de dire ça, mais comment je vais les avoir, ces 5000 dirigeants en face de moi ? Et là, je me suis dit, il faudrait que je trouve des associations de dirigeants d'entreprise, parce que je ne vais pas aller démarcher 5000 dirigeants, c'est juste pas possible. Donc en revanche, si je parle à une association qui elle-même va dispenser ces formations, et donc je fais ça beaucoup pour une association qui s'appelle l'APM, qui est l'association pour le progrès du management. Il doit y avoir 7 ou 8 000 dirigeants, et donc je suis pour l'APM un des experts. Je vais à Rodez ce soir, et je vais passer toute la journée à Rodez demain là-dessus, devant une vingtaine de dirigeants. Et donc là, l'intérêt, c'est que c'est vraiment des dirigeants, des vrais dirigeants, c'est les têtes de direction de ces entreprises, plutôt de taille moyenne,
Et puis maintenant, je le fais pour HEC. Donc ça, j'ai développé ça ensuite. Donc HEC, dans son programme d'executive management, me demande de faire des formations, alors quelquefois qui sont avec la BPI. Enfin, et puis j'en fais de plus en plus sur mesure. C'est-à-dire, en fait, le comité de direction de l'entreprise X qui me demande, j'ai fait ça hier, vous voyez, demande de parler au comité exécutif du risque pénal dans l'entreprise. Et donc voilà, donc c'est la capacité à obtenir les bonnes personnes en face de soi, je l'ai fait via ces relais-là. Trop bien. Et tu parlais de LinkedIn. Moi, il y a un post qui m'avait, je me souviens, marqué chez toi, c'était tu publies une photo d'un café, dans un vieux café, je ne sais pas si tu t'en souviens, où tu faisais le parallèle avec ta vie d'avant et ta vie d'aujourd'hui, où finalement tu disais, si je me souviens bien, j'ai vécu les deux mondes. Là, je suis dans un vieux café à 6-7 heures du mat. Ça peut paraître pourri, mais en fait, c'est ça qui me fait vibrer. Et je trouvais ça génial finalement d'avoir quelqu'un qui a vécu ce que j'imagine plein de dirigeants dans leur tête se disent putain, mais j'en peux plus, j'ai envie de me barrer, même si je gagne bien ma vie. Au bout d'un moment, ça suffit, je vois pas ma famille, je vois pas mes enfants, enfin peu importe, il est assez problématique. Et en face, l'avocat pénaliste qui se dit putain, j'aurais dû être avocat d'affaires, je me serais pas fait chier à aller à je sais pas quel où, Perpignan pour ce gars-là qui a vendu de la drogue. Qu'est-ce que. Et aujourd'hui que tu as vécu les deux mondes, en plus tu es encore dirigeant d'entreprise, tu me parlais juste avant de vivre une vie remplie avec plein d'expériences, etc. Comment tu arrives à jongler avec tout ça ? Et aujourd'hui, j'imagine que tu vas me dire que non, tu regrettes ce choix d'avoir changé complètement de vie ? Non, mais c'est une question intéressante. Moi, je dis souvent que je ne regrette absolument pas ma première vie. Je l'ai trouvée passionnante, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et je me dis pas, j'ai raté 20 ans de ma vie, j'aurais dû devenir avocat à 25 ans. Pas du tout. Ouais. Au contraire, j'ai adoré cette vie-là. Et à un moment, simplement, j'ai ressenti le besoin de changer. Et puis... en fait, je rêvais d'être avocat pénaliste quand j'avais 14-15 ans. Moi, j'ai toujours été fasciné par ce métier-là, avec une vision peut-être un peu romantique de l'avocat, mais bon, je l'assume. Des films, des livres, mais comme j'adorais aussi les maths, ce qui peut paraître curieux, mais j'étais passionné de maths, donc j'ai fait maths sup, maths spé, les grandes écoles, et j'ai pas fait d'études de droit. Et puis à 50 ans, je me suis dit, je peux encore le faire. Il y a une formule que j'aime beaucoup, je cite souvent, qui est « les hommes deviennent vieux ». Quand leurs regrets remplacent leurs rêves. Et c'est vraiment ça. C'est que je me suis dit, il ne faut pas que je meure en me disant, zut, j'aurais dû essayer d'être avocat. Donc j'ai adoré ma première vie. J'ai senti un moment que j'avais envie de changer parce que je trouvais que ça devenait peut-être un petit peu routinier. Et puis je me suis dit, après tout, je n'ai que 50 ans. Il me reste peut-être encore 30 ou 35 ans de vie intellectuelle. Je peux essayer de le faire. Mais je ne regrette pas ma première vie. Et j'adore ma nouvelle vie. C'est-à-dire que très souvent, on est déçu quand on a un rêve en plus aussi fort que celui-là de la réalité. En fait, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Vraiment, ouais. C'est vraiment... Et donc, effectivement, c'est marrant que tu parles de ce poste parce qu'il y a une autre personne qui m'en a parlé récemment. Moi, je m'en souvenais absolument pas, comme quoi ça a marqué. Mais c'est vrai, avant, je descendais dans les grands hôtels, j'utilisais de temps en temps un chauffeur, j'avais 2 secrétaires, je voyageais toujours en première. Et puis, pendant un moment, je suis reparti à 0, mais vraiment 0. C'est-à-dire que je pense que la première année, j'ai même pas dû gagner l'équivalent du SMIC. C'était... Donc, mais c'est pas grave. Moi, je faisais ça par passion et puis aussi parce que j'avais bien gagné ma vie avant. Faut pas se raconter l'histoire, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai quand même dépensé énormément d'argent. Ouais. J'ose pas dire le chiffre, mais énormément d'argent pour devenir avocat. Ouais. Si je compare à ce que j'aurais gagné si j'avais pas changé de vie, mais ça présente aucun problème puisque je suis super heureux. Ouais. C'est ça qui est important. Donc en fait, ce qui peut apparaître comme une contrainte, ce qui n'est pas pour moi de prendre son café, ça devait être dans une galerie commerciale en province, type le petit café, la cafétéria du casino du coin. Moi, ça me va très bien, plutôt que d'aller prendre un café à 10 € au Ritz. Moi, j'étais très bien dans mon petit casino et ça devait être avant ou après une garde à vue, quelque chose comme ça. Donc, ça fait partie de cette vie-là. Je veux dire, on peut pas... non, moi, je pense que j'exerce ce métier
différemment peut-être d'autres avocats parce que j'ai eu cette vie avant. Donc elle m'a apporté des choses, elle m'a enseigné peut-être un comportement, un recul, une capacité d'analyse peut-être qu'on n'a pas quand on a 25 ans. Et puis j'apprends plein de choses parce que pour moi, je reste encore un jeune avocat. Je suis un vieux monsieur, mais un jeune avocat. Donc j'apprends encore des choses tous les jours. Et toi qui as vécu un peu les deux mondes, est-ce que, et justement en parallèle à ce poste, est-ce que tu trouves que les dirigeants de boîte, les gens qui sont dans Paris sont finalement déconnectés? Est-ce que tu as l'impression qu'on est complètement déconnecté de la réalité, que tu as retourné un peu dans une forme de réalité en travaillant en tant qu'avocat pénaliste? Après, on rentrera dans justement ce monde du pénal et de la justice. Mais avant de quitter ton ancienne vie, est-ce que tu as l'impression que finalement, on est un peu à côté de la plaque, entre guillemets, lorsqu'on est dirigeant d'une grosse boîte et que la vie est vraiment différente? Non, je ne pense pas que les dirigeants d'entreprise soient déconnectés de la réalité. Ils vivent dans une réalité, et quelquefois une réalité très très concrète, quand on a des entrepôts, des palettes, des gens à livrer, ou qu'on fait des grands développements informatiques, comme c'était le cas de Capgemini. On est dans une certaine réalité. Mais dans tout métier, on ne voit pas toute la réalité. Et moi, je dis souvent que depuis que je suis avocat pénaliste, je vois la société par en dessous. Moi, je la voyais par au-dessus. Je la voyais, comme je disais souvent, j'étais au 32e étage d'une tour qui s'appelait Cœur Défense à la Défense, et je surplombais un peu l'avenue de la Grande Armée, l'Arc de Triomphe, mais c'est une réalité. Maintenant que je suis avocat pénaliste et que j'ai encore, moins que tout au début, mais des clients en détention, par exemple, j'ai fait beaucoup de commissions d'office au début, comme tout jeune avocat. À ce moment-là, on découvre la société par en dessous, et on découvre la société telle qu'elle est. On découvre la précarité, on découvre la misère, on découvre plein de choses que je ne connaissais pas. Ouais. Ça, c'est certain. Cette réalité-là, je ne la connaissais pas au-delà de ce que je pouvais lire dans les journaux ou dans les livres. Mais là, je l'ai vu en direct, en face à face, dans un parloir, dans un tribunal. Et ça m'a donné une autre vision de la société dans laquelle je vis. Donc c'est vrai que j'ai maintenant probablement une vision plus complète de la société que celle que j'avais avant, même s'il y a encore plein de domaines que je ne connais pas. Je te rejoins parce que j'ai été pompier volontaire, alors c'est pas grand-chose à voir, mais tu vas quand même là où il y a des problèmes. Et ça remet, je trouve, des choses en place dans la tête. Et surtout une forme de se dire, on a de la chance. Et c'est beau de t'entendre dire ça, tu vois, de dire que les dirigeants ne sont pas déconnectés. Et c'est ça, moi c'est ça, je voulais revenir là-dessus. C'est que le dirigeant n'est pas déconnecté, il est dans une réalité qui est d'ailleurs très complexe. Hein. Moi je pense qu'on sous-estime complètement la difficulté de ces fonctions-là. Simplement, effectivement, c'est une bulle qui peut être une très grosse bulle, mais c'est une bulle. Mais de la même façon que les gens qui feraient que du pénal de droit commun vivent dans une autre bulle et ne voient pas une autre partie du monde. Hein. Ou ceux qui font de la politique. Ou ceux qui font de la politique, voilà. Et qui ne sont pas élus locaux, parce que quand on est élu local, je pense qu'on voit plus de choses. Voilà. C'est clair. Ma mère est maire de mon petit village, donc je vois très bien. Bravo. Et aujourd'hui, maintenant que tu as 10 belles années en tant qu'avocat pénaliste, que tu as quand même vécu le début, mais aujourd'hui quand même, tu as construit quand même un très beau cabinet, parce que vous êtes nombreux et vous êtes pas mal d'associés, vous avez plusieurs bureaux, donc tu as un peu aussi vécu à l'intérieur du métier toutes les étapes, et tu continues, j'imagine, d'en vivre, parce que j'ai l'impression que le cabinet grandit. Qu'est-ce que tu fais comme bilan de ce métier? Est-ce que ça a changé déjà en 10 ans? Et quels sont pour toi ce qui fait un bon avocat pénaliste à ton sens? Alors, est-ce que ça a changé en 10 ans? Moi, je n'ai pas ressenti de changement important en 10 ans. Je ne pense pas que ça ait beaucoup changé. Qu'est-ce qui fait un bon avocat pénaliste? À mon avis, c'est un avocat qui travaille. C'est-à-dire que moi, vraiment, je suis convaincu d'une chose, mais dans tous les métiers, le tien comme le mien,
c'est que pour réussir, il faut travailler. Et moi, j'ai toujours eu cette obsession-là. Et ce métier, comme les autres, il demande beaucoup de travail. Et on ne se rend pas forcément compte à quel point chaque dossier nécessite d'abord une connaissance parfaite du dossier, du client, et puis ensuite de la jurisprudence, la capacité à écrire. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que moi, je le dis aux stagiaires, aux collaborateurs que j'ai, c'est que quelquefois, le diable est dans les détails, c'est une cote dans un dossier qui va tout changer, c'est une jurisprudence récente qui remet en cause tout ce qui est... Donc travailler. C'est l'avocat un peu dilettante qui va au tribunal, les mains dans les poches, et puis qui se dit je vais écouter ce qui se passe et ensuite je vais plaider. Ça existait peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, moi, je ne me vois pas fonctionner comme ça. La deuxième chose, c'est que je pense, comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier comme les autres. Donc, c'est un métier extrêmement concurrentiel dans lequel il faut être bon pour réussir. Et il y a une autre dimension qui s'ajoute au travail, c'est la relation client. C'est-à-dire que moi, je suis un obsédé de la relation client. Je l'étais dans mon métier précédent. Et si on veut se développer, il faut avoir des clients. Et si on veut croître, il faut avoir des clients satisfaits. Et je disais tout à l'heure, moi, j'ai été mis en cause par la justice pénale. Donc, j'ai aussi eu un avocat, ou des avocats d'ailleurs, puisque j'ai eu plusieurs avocats. Et je peux dire que dans certains cas, j'avais le sentiment de pas du tout être soutenu par mon avocat. Notamment, pas pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que j'avais un avocat qui lui, était un spécialiste de la procédure pénale, donc savait parfaitement que tout ça prend énormément de temps. Mais moi, c'est la première fois que je me retrouvais face à la justice pénale, ce que sont mes clients aujourd'hui. Et quand on vit dans une entreprise, puisque mes clients sont beaucoup des dirigeants d'entreprise, le rythme de vie, c'est la semaine et le trimestre, c'est du long terme. Et donc, quand on n'est pas informé de quoi que ce soit pendant plusieurs semaines, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et donc, par exemple, moi, j'ai mis en place un système où j'appelle mes clients régulièrement pour leur dire qu'il n'y a rien de nouveau. Mais rien que de leur dire qu'il n'y a rien de nouveau, ça veut dire que je suis leur dossier, que je suis peut-être allé voir le juge d'instruction qui m'a dit, écoutez, pour l'instant, on attend tel retour de commission rogatoire, que sais-je. Et donc, et cette relation client, parce que la particularité du pénal aussi, c'est que, et très souvent, le pénal que je fais sont des dirigeants qui sont mis en cause personnellement. Ce qui m'est arrivé moi. Et donc, quand vous êtes un dirigeant d'entreprise et que vous êtes dans une procédure pénale, il y a des nuits où vous vous réveillez en sueur, quoi, en disant mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être condamné? Est-ce que je vais avoir une inscription au casier judiciaire? Est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler? Est-ce que je vais aller en prison? Parce qu'à chaque fois, ces infractions, moi, on me reprochait un recel de favoritisme, c'est 5 ans d'emprisonnement, quoi. Donc, et donc, on a en face de nous des gens pour qui c'est un événement majeur. Et si vous, en tant qu'avocat, vous le traitez comme un client parmi les autres, et puis tiens, peut-être que dans 9 mois, il y aura un coup de fil ou une convocation, à ce moment-là, je vais lui en parler. Donc voilà, la relation client, avant l'audience, pendant l'audience, après l'audience, pour moi, est fondamentale. Et ça, c'est vraiment, s'il y a vraiment un domaine dans lequel je souhaite que notre cabinet soit exemplaire, c'est ça, dans la relation client. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui va potentiellement créer la boule de neige qui fait que le client satisfait va parler à un autre de ses collègues dirigeants d'entreprise en disant eux, ils nous écoutent, eux, ils nous expliquent. Parce que l'autre dimension que j'ai vécue aussi quand j'étais client d'un avocat, c'est qu'un dirigeant d'entreprise, il n'est pas préparé au pénal. Donc, il n'y comprend rien du tout. Mais rien du tout. Parce qu'en plus, on n'apprend pas tous ces éléments dans les grandes écoles. Enfin, très peu, un petit peu maintenant, mais pas beaucoup. Donc, il faut aussi avoir cette pédagogie qui permet aux clients de comprendre où ils se situent dans une procédure, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui peut arriver, comment il faut se comporter, en utilisant des mots simples qui permettent à la communication de vraiment opérer. Mais tout ça, pour moi, ça fait partie de ce sujet fondamental qu'est la relation client. Donc c'est beaucoup de travail et beaucoup d'attention aux clients. Et avec ça, je pense que c'est les ingrédients majeurs, mais qui sont vrais dans toutes les entreprises, ces ingrédients majeurs pour réussir. Et est-ce que quand tu arrives à justement garder cette dynamique-là, j'imagine qu'il y en a plein, ils se font un peu bouffer par leur dossier et ils ont du mal à s'y retrouver. Ils n'ont pas d'outils de gestion, enfin, tout doit être... Des fois, je vois
des dossiers dans les visios de mes clients partout. Je me dis, mais comment ils s'y retrouvent? Moi, j'ai pas un papier nulle part. Est-ce que tu as digitalisé le cabinet au maximum? Est-ce que c'est quelque chose... Tu es arrivé avec des lunettes Ray-Ban connectées. Je me suis dit, il est nouvel iPhone. Enfin, alors, c'est pas un iPhone, pardon. T'aimes la technologie. Est-ce que tu l'as intégré dans ton câble? Oh, pas plus que ça, non, pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on a un outil de gestion parce que c'est indispensable, dans lequel tout est stocké par dossier. Mais moi, alors pour le coup, étant un vieux monsieur, je travaille beaucoup sur le papier, donc j'imprime beaucoup. Je sais que c'est pas bien, mais moi je suis comme ça, j'imprime beaucoup. Je suis pas sûr que ce soit très grave. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que tous nos dossiers sont numérisés et que quand je recherche un mail ancien sur un dossier, je peux le retrouver facilement. Mais voilà, je suis pas allé au-delà de ça. Tu me poseras probablement la question sur l'intelligence artificielle. Moi, j'ai toujours été passionné par ça. Et quand j'ai commencé d'ailleurs mes études juridiques et quand j'ai commencé à exercer, alors pour ne pas faire de publicité, mais enfin moi j'ai beaucoup utilisé Doctrine, qui pour moi était une entreprise très intéressante parce que justement elle avait ce positionnement déjà il y a plus de 10 ans, très orienté intelligence artificielle. Donc je les ai beaucoup utilisés. Aujourd'hui, je teste de temps en temps. J'ai Claude, j'ai ChatGPT, j'en ai un certain nombre. Je ne suis pas très impressionné pour l'instant par ce que j'ai comme retour, mais c'est évident que ça produit des choses intéressantes. Mais je pense qu'on n'en est pas à un stade où on peut se contenter pour faire une consultation juridique, par exemple, de poser la question à un outil d'intelligence artificielle et d'envoyer au client, j'allais dire, ce que... C'est toujours très, très bien rédigé. C'est pour ça que c'est très impressionnant. C'est-à-dire que la forme est parfaite, la mise en page est parfaite, il y a des arrêts de jurisprudence un peu partout. Mais quand on connaît bien le sujet, souvent on se dit, tiens, mais là, c'est pas tout à fait le sujet. En revanche, ils n'ont pas vu ça. Mais c'est évident que c'est quelque chose qui va avoir de plus en plus d'importance. Le pénal restant pour moi quand même un domaine dans lequel la relation humaine est tellement importante. Parce qu'encore une fois, on défend un homme ou une femme, alors même une personne morale, puisque moi j'ai beaucoup de clients qui sont des entreprises, mais c'est des personnes morales qui sont toujours représentées par quelqu'un, qui est un homme ou une femme, et donc je pense, et qu'il faut préparer à l'audience. On n'imagine pas à quel point le body language, quelquefois, moi je travaille beaucoup sur ça avec mes clients, à l'audience peut avoir de l'importance sur les juges. Donc la relation humaine restera toujours très importante dans cette matière pénale. L'intelligence artificielle va certainement nous aider à être plus efficaces sur certains domaines. Tu me disais que tu étais en train de rédiger, alors pas encore certain, mais tu es en train d'écrire un bouquin sur ton histoire, etc. Tu as voyagé il n'y a pas longtemps dans un cargo cet été, si j'ai bien compris. Donc, j'imagine que quand tu es dans un cargo 24 heures sur 24 pendant quelques jours, au bout d'un moment, tu t'emmerdes un peu, donc tu commences à potasser sur tes réflexions, etc. C'est quoi ce projet? Quelles sont un peu les prémices et tes premières réflexions sur ta vie d'avocat, si je comprends bien? Est-ce que tu peux nous partager un peu, sans nous spoiler ce que tu es en train de préparer, mais un peu teaser la chose? Oui, alors d'abord, je ne sais pas du tout si tout ça se terminera dans un livre qui sera édité. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que j'écris et j'irai au bout. Donc, et j'ai écrit une centaine de pages sur mon cargo, sur un porte-container cet été, notamment parce que justement, je voulais m'isoler un peu, il n'y avait pas d'Internet et effectivement, pas une activité débordante quand on est sur un porte-container, mais c'est une expérience extraordinaire, je vais la refaire. Et donc, j'irai au bout, je verrai au bout s'il y a quelque chose qui, de mon point de vue, justifie que je puisse le proposer à des éditeurs. Puis après, on verra s'il y a des éditeurs qui seront intéressés de le diffuser. L'idée, moi, je l'ai appelée, pour moi, ce n'est pas forcément un titre définitif, 10 ans infiltrés dans la justice pénale. Et la notion d'infiltration, c'est parce que c'est le thème du bouquin. C'est en gros comment une personne qui ne venait pas du tout de ce monde-là, qui a passé 25 ans dans l'entreprise, qui n'avait pas de formation juridique au départ, se retrouve projeté à l'intérieur de la justice pénale. C'est-à-dire que ce n'est pas le regard d'un journaliste.
Il y a des journalistes extraordinaires que je lis régulièrement, qui sont dans beaucoup d'audience, mais c'est quand même un regard qui est extérieur. Moi, je suis effectivement en face à face avec un client. J'étais encore lundi en préparant une garde à vue, et puis je suis à côté de lui pendant la garde à vue. Je suis dans les tribunaux en train de plaider. Donc je suis dedans. Et avec un regard qui n'est pas non plus celui de l'avocat qui a mon âge et qui a 30 ans de barre. Parce que quand on a 30 ans de barre, je pense on s'est habitué à beaucoup de choses. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'étonnent encore. Hein. Donc c'est le regard un peu étonné, révolté quelquefois, enthousiaste d'autres fois, de celui qui est projeté dedans, infiltré dedans, mais qui regarde la justice pénale, encore une fois, avec une histoire différente. Donc c'est un petit peu ça que j'essaye d'écrire, mais avec comme fil conducteur ce que j'ai concrètement vécu. C'est-à-dire que je parle, il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de situations, et je pars de ces situations pour me poser des questions sur pourquoi la justice est aussi lente, est-ce que la justice est laxiste, est-ce que les magistrats sont opposés aux avocats, est-ce que la profession d'avocat fonctionne bien. Enfin, c'est toutes ces questions-là que j'essaye de traiter, encore une fois, d'un point de vue presque d'un Candide qui s'est retrouvé au milieu avec une expérience différente. Donc voilà, j'ai pas mal avancé, mais j'ai pas encore terminé. Et les grands thèmes, c'est un petit peu ça. Donc je parlerai des avocats, je parlerai des magistrats, je parlerai du temps de la justice, je parlerai pas beaucoup de questions. Vous savez, les questions classiques, comment tu peux le défendre, les questions classiques du style c'est inadmissible de mettre fin à une procédure parce qu'il n'y avait pas de papier dans le fax. C'est les histoires de faute de procédure qui annulent c'est des choses que je trouve intéressantes et qu'il faut traiter. C'est un petit peu la réponse aux questions que beaucoup de gens me posent. Ouais. Parce que moi, les gens que je rencontre ne sont pas des juristes la plupart du temps. Et ils me disent, tiens, alors toi, tu fais du pénal. Alors, comment tu as défendu un tueur en série? Mais c'est pas possible, comment on peut faire ça? Ouais, oui, j'ai défendu un tueur en série. Et cette affaire, vous avez fait annuler toute la procédure. Enfin, c'est quand même délirant. Il est coupable et la procédure est annulée. Ben oui, mais enfin, la loi, elle s'applique pour tout le monde, y compris pour la justice qui doit respecter ses règles et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Ouais. Qu'est-ce que tu en ressors concrètement par rapport à la profession? Plutôt sur le volet organisation, schéma tu vois, je vois beaucoup de posts LinkedIn sur la lenteur, sur effectivement le fait que les clients s'y retrouvent plus parce qu'en fait ils ont même plus envie de partir. C'est limite si des avocats disent partons pas en procès, ça en a pour trop longtemps. Et d'ailleurs le fait qu'on pousse à mort l'amiable parce que en fait sinon c'est l'enfer, c'est infernal. Et tous mes potes, les peu de potes que je connaisse, donc moi ils sont relativement jeunes mais qui sont déjà dans des procédures prud'homales, il y en a un ou deux que je connais qui est là-dedans, mais il me dit c'est infernal en fait, j'aurais jamais dû me lancer là-dedans. Et mon avocat me l'avait dit. Qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ça? Alors, sur ce sujet, qui est un sujet parmi d'autres, mais un sujet important et qui effectivement crée beaucoup de frustration, qui est le temps de la justice. Alors d'abord, moi, j'ai pas de formule magique. Et puis, ce que je connais, et encore pas complètement, c'est le pénal. Hein. Tu parlais des prud'hommes. Je connais bien les prud'hommes parce que dans mon ancienne vie... Je connais pas de tueur en série, c'est pour ça. Voilà, mais si on prend le pénal, mais d'une certaine façon, on pourrait dire la même chose de tout. Moi, je considère que, mais vraiment avec un regard un peu d'ex-chef d'entreprise, il y a 3 temps pour comprendre un peu le temps de la justice, et il y a 3 types d'actions qu'on peut mener. Le premier temps, c'est le nombre de dossiers, c'est-à-dire ce qui rentre dans l'entonnoir. Hein, il y a énormément de dossiers. Tu sais que moi, je publie beaucoup sur LinkedIn sur les statistiques parce que ça me passionne, c'est mon côté un peu avocat, ingénieur, et il y a plein de données au ministère de la Justice. Et par exemple, les dernières données statistiques, elles datent, je crois, de 2023, il y a eu 4,4 millions de plaintes déposées en France. Voilà. Il y a 2200 procureurs. Donc tu vois un peu le nombre de plaintes à gérer par procureur et par jour ouvré. Donc le premier sujet, c'est le nombre de dossiers. Alors, est-ce qu'on peut faire diminuer le nombre de dossiers? C'est pas sûr. Parce que si les gens portent plainte, c'est qu'il y a des raisons de porter plainte. En revanche, je suis convaincu qu'on pourrait probablement les traiter différemment.
Et moi, je fais partie des avocats pénalistes qui pensent que les transactions, ça a beaucoup de sens. Et je pense, et tu sais que transiger au pénal, c'est plaider coupable. Et donc, le développement des procédures de plaider coupable, les CRPC, les compositions pénales, les CJIP, il y a tout un tas de possibilités. Alors, encore une fois, il faut les utiliser si on est coupable. Il faut éviter de tomber dans l'extrême un peu qu'on voit aux États-Unis et qu'on verra peut-être ici aussi, c'est de dire mais je ne suis pas coupable, mais pour éviter l'aléa du procès, pour éviter la lenteur de la justice, finalement, allez, je transige, je plaide coupable et puis j'espère avoir une peine qui n'est pas trop importante. Mais je pense que ça, c'est déjà, et ça se développe énormément. Quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de dossiers qui se transigent. Donc pour moi, la première étape, c'est ça, c'est d'essayer de diminuer le volume des affaires qui rentrent dans l'entonnoir. Deuxième étape, c'est le fonctionnement de la justice, c'est-à-dire la relation entre les enquêteurs, les juges, les procureurs, les greffiers. Chez Capgemini, c'est amusant, on avait fait un travail de conseil en lean management, ce qui est vraiment des techniques de gestion des opérations dans les usines, mais qu'on peut appliquer dans tous les processus, pour essayer d'aligner un peu tout le fonctionnement. Donc c'est la répartition des rôles, quel est le rôle d'un greffier, d'un magistrat, d'une secrétaire, d'un assistant, de façon à maximiser le temps utile de chacun. Un des gros principes du lean management, c'est de dire qu'un individu devrait passer 80% de son temps sur ce qu'il est le seul capable de faire. Moi, j'ai fait des stages en juridiction. Je me souviens avoir fait un stage avec un juge d'instruction à Paris, en criminalité organisée, qui à un moment me dit « Demain, je ne serai pas là ». Je lui dis « Pourquoi ?» Parce que je vais aller apporter tel papier à tel endroit. Je dis « Mais pourquoi c'est toi qui fais ça? Tu es juge d'instruction. Toi, tu as ton job, c'est de travailler des dossiers, c'est d'entendre des personnes, de faire des mises en examen. C'est pas d'aller apporter un formulaire. » Voilà, ça c'est typiquement, c'est pas efficace. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça. Voilà, un coursier, une secrétaire, un assistant, que sais-je. C'est faire en sorte que chacun soit au maximum sur sa propre valeur. Et après, c'est aussi les outils informatiques. C'est en fait cette deuxième. Non, le volume de dossiers. Deuxièmement, aligner les processus, les bons systèmes d'information. Et ensuite, troisième étape, est-ce qu'on a les bons effectifs? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la lenteur de la justice, le premier réflexe de tout le monde, c'est de dire qu'il faut plus de magistrats, plus de greffiers. C'est peut-être vrai, mais je pense qu'on sait dans l'entreprise que si tu rajoutes du monde à un système qui dysfonctionne, ça dysfonctionne encore plus. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord le faire bien fonctionner, et puis peut-être qu'on s'apercevra, en ayant diminué le nombre de dossiers à gérer, bien aligné nos processus, que malgré tout, on a besoin de plus de magistrats et plus de greffiers. Avec un process plus clean, plus clair. C'est ça. C'est un gros sujet même pour nous, tu vois. En ce moment, chacun fait un peu, puisqu'on est en train de se structurer, tout le monde rentre un peu dans les process de tout le monde et on est en train de se dire, bon, on arrête, concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui le fait mieux que toi, tu lui donnes la tâche et puis c'est réglé. Et chacun ne met pas son nez dans les affaires de tout le monde, sinon ça avance pas. Alors cela dit, ça paraît facile, c'est pas si facile que ça. Non, c'est sûr. Et dans la justice, c'est particulièrement complexe. Les corps sont différents, les greffiers ne reportent pas aux magistrats, ainsi de suite. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a vraiment ces trois temps, les dossiers, les processus et les effectifs. Est-ce que tu penses que les procédures et les schémas justement d'organisation ne sont pas trop complexes, trop longs et qu'il n'y a pas matière à avoir des choses un peu plus uniformisées c'est-à-dire que quand il y a une plainte, il se passe X, ensuite il se passe ça et que le schéma, j'ai l'impression que les schémas des champs des possibles à partir du moment où tu portes plainte sont extrêmement larges. Après, tu as un autre sujet qui est effectivement la complexité de la procédure pénale. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des magistrats qui disent, c'est un sujet moi qui me passionne, donc dès que je peux, j'en discute avec les gens que je rencontre, qui disent en gros, bah oui, mais c'est un peu à cause de vous, les avocats, que c'est long. Parce que vous faites des recours sans arrêt. Bah oui, mais ça fait partie des droits de la défense. C'est-à-dire que la procédure permet effectivement, par exemple, dans une instruction judiciaire, de demander des actes d'enquête, de demander des confrontations, des contre-expertises, de faire appel sur un certain nombre de situations. Et donc il faut trouver, c'est comme tout dans la vie, c'est une espèce d'arbitrage entre
le respect, il est quand même fondamental et premier des droits de la défense, et puis l'efficacité du système. Mais si on ne regarde que l'efficacité, on risque de rogner sur les droits de la défense. Donc il faut trouver les... Mais il y a probablement des endroits où on pourrait être plus efficace, il y a probablement des endroits où, là aussi, les techniques numériques pourraient fluidifier un peu les processus. Mais c'est un énorme projet, mais qu'il est indispensable de faire. Parce que la lenteur de la justice fait perdre confiance aux citoyens et dans sa justice. Par ailleurs, le fait d'être sanctionné, ou pas d'ailleurs, mais 10 ans après les faits, ça n'a pas du tout le même impact que si c'est peu de temps après les faits. Enfin, voilà, c'est une équation difficile à résoudre. Ouais. Mais tu vois, je ne sais pas si tu as vu la série Adolescence. Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Bah, j'ai regardé le premier épisode et typiquement, je trouvais que c'était un bon exemple. Alors, c'est en Angleterre. En Angleterre, mais effectivement, tu as un policier qui arrive devant son avocat qui dit absolument rien sur l'affaire parce qu'il sait que s'il lui donne des infos, lui va pouvoir l'utiliser. Lui dit à son gamin qui a des problématiques pénales, c'est no comment sur toutes les questions. Donc, en fait, c'est un dialogue de sourds. Et en fait, tu vois que c'est un espèce de jeu de théâtral où l'accusé n'y comprend rien, on lui donne juste une directive, c'est tu fermes ta bouche, et en face et en fait tu ressens que, pour donner un point côté avocat, c'est il y a eu un schéma qui a été construit où forcément l'avocat qui lui son business c'est quand même d'accompagner son client, bah forcément on va s'engouffrer dans toutes les failles, et plus tu as de failles, plus c'est un schéma complexe à mon sens, plus vous allez avoir vous la possibilité d'essayer de pousser pour le bien-être de votre client, ou du moins l'accompagner, donc les expertises, les contre-expertises, etc. Et puis même garder le silence dans une audition, c'est un droit absolu. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas rogner sur les droits de la défense, parce que c'est ce qui fait un état de droit. Après, je pense qu'il y a d'autres endroits où peut-être on peut être plus efficace. Encore une fois, il y a peut-être une question d'effectif derrière. Moi, je ne dis pas qu'on a le bon nombre de magistrats et de greffiers. Je dis que c'est pas forcément... c'est difficile d'en juger maintenant tant qu'on n'a pas bien aligné les processus en amont. Mais encore une fois, ce à quoi il faut faire très attention quand on veut accélérer la procédure, là je parle du pénal, encore une fois c'est la seule chose que je connaisse, et encore pas complètement, c'est les droits de la défense, parce que c'est vraiment fondamental. Et effectivement, le rôle d'un avocat, voilà une des choses que j'ai apprises moi en faisant ce métier, c'est de défendre son client, quoi qu'il en coûte. C'est notre métier, c'est ma fonction, c'est ma mission. Moi je ne juge pas, je défends. C'est différent. Moi, je dis souvent, la vérité ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la vérité de mon client devienne la vérité que le tribunal déclare, juge. Donc, j'ai un rôle bien défini, et j'ai en face de moi un procureur qui, lui, représente la société, accuse, et puis et ensuite des juges qui jugent. Enfin, le système, il est quand même bien conçu. Mais le rôle de l'avocat, c'est de défendre. Donc, effectivement, si la procédure lui donne la possibilité de contester un acte, de demander une contre-expertise, de faire un appel, il a le droit de l'utiliser. Et tu vois, je regardais un peu les chiffres des cabinets d'avocats pénalistes, et je connais pas mal les chiffres de mes clients comparés à des cabinets d'affaires, etc. La vie d'un avocat pénaliste, tu vois, tu parlais des films, donc j'imagine qu'ils romantisent vachement. J'ai regardé Le Fil, j'ai l'impression qu'effectivement on était sur des envolées, des heures à travailler sur le dossier. Mais je me dis surtout, il y passe des heures, mais en réalité il y gagne quoi là-dedans en termes de financiers, etc. Les finances pour un avocat pénaliste, c'est compliqué. En Essonne, je crois que les cabinets au global, c'est 30 000 €, mais j'ai bien conscience donc ce qui est rien, c'est-à-dire qu'ils se versent à peine un SMIC, et que j'ai bien conscience qu'en plus il y a des avocats pénalistes dans le lot qui gagnent encore moins que ça. Et comment, pour toi, un avocat pénaliste peut réussir à quand même sortir la tête de l'eau en termes de finances? Comment il peut faire en sorte que ça se passe mieux pour lui? Parce que 7 ans d'études, se donner corps et âme à un métier qui est clairement un métier de passion, ça devient moins bien payé qu'être maire d'une ville, quoi. C'est dur. Comment tu arrives à essayer d'accompagner ces personnes-là? J'imagine que tu as beaucoup d'avocats pénalistes qui te contactent de temps en temps. C'est pas l'idée qu'on s'embête, mais... Non, mais c'est une question importante. Dans les grands tabous, il y a la vente, j'en ai parlé. Pour moi, dans ce métier, il faut intégrer la notion de vente, de développement commercial. Et le deuxième grand tabou, c'est l'argent.
sais, moi j'ai une formule qui m'a aussi été reprochée, mais que certains ont reprise, qui est la rentabilité, c'est la liberté. Voilà, la rentabilité, c'est la liberté. Et ça, c'est vrai partout. C'est-à-dire que si ton activité, dans la tienne, d'une entreprise quelle qu'elle soit ou d'un cabinet d'avocats, on n'est pas rentable, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à payer le loyer, les collaborateurs, l'informatique, l'EDF, tu n'es plus libre. Tu vas prendre n'importe quel dossier pour faire rentrer des honoraires, tu vas avoir un banquier qui va te faire les pieds au mur, tu vas avoir des découvertes qui te coûtent des fortunes. Donc la rentabilité, c'est la liberté. Pour moi, c'est fondamental. Bon, dès que j'ai commencé à devenir associé, mon obsession, c'est qu'on ne se posait pas de questions de fin de mois. Et donc, il faut trouver un modèle économique. Encore une fois, moi, j'utilise les termes de l'entreprise. Il faut trouver un modèle économique. Et donc, nous, notre modèle économique, il est très simple. Il est basé sur le fait qu'on a, je pense, à peu près 80% globalement de clients entreprises et dirigeants d'entreprise, puisqu'on fait du pénal des affaires, ou du pénal de l'entreprise, pour être plus large. Et là, on est dans un monde dans lequel on a des clients qui non seulement ont la capacité à payer des honoraires, mais ont aussi la capacité à comprendre pourquoi ces honoraires existent et quelle est la valeur de l'honoraire. Parce qu'encore une fois, quand je disais tout à l'heure que ce qui est fondamental dans ce métier, comme dans tous les métiers, c'est le travail. C'est-à-dire que pour être un bon avocat, il faut beaucoup travailler. Et beaucoup travailler, ça veut dire beaucoup de temps et ça veut dire beaucoup d'argent. Ça veut dire que facturer ce temps, puisque c'est ça qu'on facture à la fin des fins, c'est de l'argent. Et donc, ce qu'il faut, c'est trouver des clients qui non seulement ont la capacité de le payer, mais comprennent que ça vaut ça. Et donc, nous, notre modèle, il est vraiment conçu là-dessus. Et puis, l'intérêt d'avoir un modèle comme celui-là, c'est qu'on peut prendre, quand je dis 80%, c'est qu'on peut prendre aussi des dossiers gratuitement, ou quasi gratuitement, ou avec pas grand-chose, parce que c'est des dossiers qui nous passionnent, parce que c'est des dossiers criminels dans lesquels très souvent les accusés n'ont pas énormément d'argent, parce que c'est des dossiers qui nous touchent personnellement, et donc on a à la fin un système qui fonctionne. Et donc je pense qu'au pénal, on peut très bien en vivre normalement, ça ne devient pas des milliardaires, hein, ça c'est certain, mais ce n'est pas normal. Moi je dis que ce n'est pas normal. Quand on a fait les études aussi longues et complexes nécessaires pour devenir avocat, quand on prend les risques de ce métier, parce que ce métier est rempli de risques, de gagner moins de 30 000 € par an, c'est absolument inadmissible, ce n'est pas compréhensible. Donc il y a un problème. Donc il faut trouver un modèle économique qui permette de vivre correctement de ce métier. Et donc, il faut trouver ce bon modèle économique. Je dis ça parce que j'ai fait un moment des formations à l'EFB pour les élèves avocats, justement sur le développement de clientèle. Et je me souviens très bien avoir dit ça à un moment. Je parlais de marketing, de canaux de vente, de rentabilité. Et il y a une élève avocate qui lève le doigt et me dit « Mais écoutez, moi, maître, ce que vous me dites, ça ne m'intéresse pas. Moi, vous me parlez de rentabilité, ça ne m'intéresse pas. Le marketing, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire du droit des étrangers et puis voilà ce que je veux faire. » Je dis « Madame, vous avez parfaitement raison et heureusement qu'il y a des avocats comme vous, des futurs avocats comme vous, qui vont s'occuper de ces dossiers-là qui sont très importants. Ce que je vous dis simplement, madame, c'est que si vous n'avez pas un modèle économique qui vous permet de vivre, vous ne le ferez pas. Parce que voilà, à un moment, il va falloir quand même que vous payiez vos mètres carrés et ainsi de suite. Donc moi, je vous dis simplement, je ne vous dis pas qu'il faut faire des fusions-acquisitions dans un grand cabinet d'affaires américain. Je dis, si vous voulez faire du droit des étrangers, c'est très bien, mais trouvez un modèle dans lequel vous arrivez à en vivre. Si vous n'arrivez pas à en vivre, vous ne pourrez pas continuer. Donc voilà, moi je pense que ce sujet du modèle économique, il est fondamental. Il est différent d'un cabinet à l'autre, d'un positionnement à l'autre, mais c'est pas, on ne peut pas faire ce métier en se demandant tous les jours si on va être capable de payer son loyer à la fin du mois. C'est clair. Puis c'est le plus grand stress. Même moi pour le vivre en tant que dirigeant, on adore ce qu'on fait, mais en fait, on vit dans un stress permanent de trésorerie, etc. Si ça rentre pas. Exactement. Donc en fait, on prend même plus de plaisir en fait. Mais exactement. Il n'y a plus aucun plaisir. On est hyper stressé. Et quand on faisait ces formations avec Valentin pour Anomia, c'était vraiment ça. L'avocat entrepreneur, c'est aussi un avocat qui sait gérer un compte d'exploitation, on avait essayé de définir des indicateurs.
voilà, des indicateurs de performance, parce qu'un cabinet d'avocat, c'est une entreprise. Ouais. Alors, ça peut être une toute petite ou une très grande. C'est des cabinets qui font plusieurs centaines d'avocats, mais ça doit se gérer comme une entreprise. Et tu le ressens chez les collaborateurs qu'il y a une évangélisation sur tous ces sujets et le FBI qui a pris le pli. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, ils poussent vachement plus sur ce volet-là. Ils sont mieux formés. Alors, en tout cas, ils sont mieux avertis. Parce que c'est surtout de leur dire, vous ne savez pas ce qui vous attend pour certains. Tu sens que les collaborateurs arrivent avec cette dynamique de vouloir développer, de vouloir structurer les choses ou... Oui, je sens qu'ils sont parfaitement conscients de l'importance du développement, mais moi je trouve qu'ils ne sont pas encore bien formés à ça, parce que alors ça pose une autre question qui est la formation des avocats, parce que d'une certaine façon on a toute une partie académique qui est la partie universitaire, où là on acquiert toutes les compétences académiques, puis ensuite soit on veut être magistrat, soit on veut être avocat, on choisit une voie, et ensuite on rentre dans l'école des avocats. Et là, je pense que la dimension avocat-entrepreneur devrait être plus importante dans la formation qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, moi, je pense que le plaisir va aussi avec le fait qu'on ne se soucie pas, on a trouvé un moyen de ne pas se soucier de ça. Hein, tu le disais tout à l'heure, on est bon quand on fait les choses avec plaisir, quand on est heureux. Enfin, j'ai toujours pensé ça, et quand je dirigeais, je faisais en sorte que les équipes soient bien dans leur pompe, parce que je sais que j'en obtiendrai le maximum. Donc il faut créer cet environnement où la tension financière est limitée au maximum. Et donc, encore une fois, ça ne se fait pas tout seul. Il faut trouver des bons modèles. Il faut aussi des choses aussi bêtes que ça. Moi, j'ai vu ça quand j'ai commencé, aller chercher l'argent chez les clients. Moi, de temps en temps, je trouve qu'on n'est pas assez exigeant. Un client qui ne paye pas ses factures, c'est un vrai problème. Qu'on soit avocat ou qu'on soit éditeur de logiciels. Donc, et puis, peut-être le faire payer un peu en avance quand on n'est pas sûr qu'il paiera, et puis pas y aller s'il ne paye pas, et ainsi de suite. Enfin, c'est diriger une entreprise. C'est clair. Est-ce que vous recrutez, vous, en ce moment ? Oui. Donc, il y a des candidatures. Envoyez vos candidatures si, du coup, vous avez été au bout pour du pénal, du coup. Hein. Exclusivement Marseille-Paris, j'imagine. Comment ? Marseille-Paris, du coup. Oui, là, on cherche plutôt... là, j'ai fait passer une annonce sur LinkedIn où j'insistais beaucoup sur une dimension qui est très importante chez nous, qui est le pénal du travail, c'est-à-dire tout ce qui est accident, harcèlement, travail dissimulé, délit d'entrave, toutes ces infractions-là. Et en priorité dans le bureau de Marseille, même si on travaille beaucoup, un collaborateur de Paris peut travailler sur un dossier de Marseille, puis Paris-Marseille entre nous, moi je passe ma vie dans le TGV, c'est la banlieue presque, hein, c'est presque comme le RER, donc c'est vraiment pas très loin, et puis j'espère qu'on ne deviendra jamais un cabinet de 50 avocats, en ne faisant que du pénal, c'est très difficile, hein, c'est un métier qui est quand même assez cyclique, mais je pense qu'on a une capacité à continuer encore un peu à nous développer si tout se passe bien. Donc, si vous voulez rejoindre une belle boutique, un peu taille humaine, on reste quand même sur 6 associés, donc c'est quand même... en fait, on est 3, on va bientôt nommer une collaboratrice associée, donc on sera 4 associés, 2 collaborateurs, et c'est la base collaborateur qu'on va un peu élargir. Mais oui, moi je vois bien dans les candidats que je reçois, parce que j'en reçois pas mal, on a reçu beaucoup de candidatures. D'ailleurs, c'est assez étonnant, quasiment que des Parisiens pour travailler à Marseille. Ils ont raison. Et c'est qu'il y en a beaucoup qui justement sont assez attirés, pas par notre cabinet en particulier pour ça, mais par les cabinets à taille humaine, c'est-à-dire le cabinet dans lequel effectivement on bosse ensemble tout le temps, il n'y a pas les collaborateurs en fond de cale qui ne voient jamais un client, et ça je pense que c'est effectivement un choix. On peut aussi se dire... Mais je pense que c'est le cabinet qui donne envie, parce que pour le coup, je sais que ce n'est pas le cas de tous les cabinets, ils galèrent un peu à recruter sur ces tailles-là, parce qu'il y a énormément d'offres. Et la demande, elle est relativement aussi très demandée dans les gros cabs. Donc, je pense que votre cabinet plaît sur... tu vois, c'est con, mais ton histoire, l'histoire des autres associés, le site, il y a tout qui joue que c'est pas tous les avocats pénalistes qu'on s'accorde. Je pense qu'on est un cabinet plutôt agréable et avec des dossiers intéressants. Il y en a d'autres, hein, mais c'est plutôt une typologie de cabinet, je pense. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui font du pénal des affaires dans les grands cabinets d'affaires, hein, qui ont un pôle pénal des affaires. Je pense que c'est passionnant, mais c'est pas du tout pareil. C'est sûr. Trop bien. Merci beaucoup, François. Merci. C'était un super épisode.
On te contacte sur LinkedIn du coup si on veut t'envoyer un petit mot. Exactement. Et puis écoute, on se refait dans... Alors j'ai hâte de voir si ça sort le bouquin dans quelques années, peut-être une année ou deux. Ça peut aller vite. Hein. Ça dépend du voyage en cargo, je trouve. À l'année prochaine. Et puis merci pour tout. Merci à toi, Louis.